La troisième et la dernière de nos tables rondes va s'interroger sur la place des entreprises dans les transitions. On a vu jusqu'à présent, on a commencé à voir un peu l'impact que ces transitions, choisies, subies ou voulues, peuvent avoir sur les entreprises. Maintenant, quel peut être le rôle des entreprises elles-mêmes dans la mise en œuvre de ces transitions. La RSE en particulier peut-elle être un levier? C'est ce que vont nous dire dans un instant Gaël Pichy, Mélissa Maria et Déborah Alam-Firlet. Si toutes les trois voulaient bien me rejoindre et prendre place. Alors, si je ne dis pas de bêtises, et vous me direz si j'en dis, Gaël Pichy, Martinez, vous êtes de la direction des ressources humaines d'EDF, pour faire court et simple. Mélissa Maria, vous êtes animatrice QSE au STAC, c'est ça? C'est bien ça. Et vous nous direz ce que c'est. Et puis Déborah Alam-Firlet, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion, également à l'Université des Antilles. Je vais là encore commencer avec vous, Déborah. La place des entreprises dans les transitions et singulièrement le dialogue social, la RSE, est-ce que ça peut être un levier? Qu'est-ce qu'on en pense dans les laboratoires de gestion de l'université? Alors, pour répondre à votre question, je dirais même que les entreprises sont plus qu'un levier, elles vont être l'élément central de ces transitions. Vous m'entendez? On vous entend, c'est ouvert, c'est ouvert. D'accord. Les entreprises vont être l'élément central de ces transitions. La RSE, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. C'est un principe de base qui définit que les entreprises, en tant que moteur des économies, sont les premiers pourvoyeurs d'emplois, de développement social et sociétal, mais également les premières consommatrices des ressources à la fois humaines, énergétiques et environnementales. Et progressivement, on s'est rendu compte que ce développement économique ne devait plus se faire ni au détriment des individus, ni au détriment de l'environnement. Et donc, en définissant ce nouveau cadre, eh bien, les entreprises vont être les moteurs des transformations qui vont nous permettre de nous adapter aux différentes contraintes de ressources en énergie, aux différentes contraintes du respect de notre environnement et également aux différentes évolutions sociales et sociétales avec, comme les précédents interlocuteurs l'ont souligné, les nouvelles attentes, par exemple, des individus par rapport à leur lien au travail. Dans le cadre de la RSE, eh bien, on va attendre des entreprises que non seulement elles continuent bien évidemment leur développement économique, hein. On entend souvent que la RSE, c'est freiner le développement économique. Non, ce n'est pas du tout ça. L'entreprise va poursuivre sa mission de développement économique, poursuivre ses objectifs commerciaux et financiers, mais on va imposer un petit peu un défi intellectuel aux entreprises en se demandant comment est-ce que je peux continuer à générer du profit tout en partageant de manière équitable cette valeur au niveau des individus, des organisations, et en ayant une approche qui me permette désormais de produire et de commercialiser sans pour autant scier l'arbre sur lequel je suis assis. Puisque finalement, lorsqu'une entreprise se développe tout en détruisant son environnement et ses ressources, eh bien, au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle n'aura plus de quoi à commercialiser. Alors, ça, c'est le cadre, j'ai presque envie de dire, théorique. Oui, tout à fait. Et pour ne pas dire presque idyllique, parce que se pose tout de même le problème qu'on a évoqué un petit peu au début de la matinée avec l'intervention de Jean-Marie Flower, de la contradiction, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, la contradiction entre l'objectif d'une entreprise, qui est de faire du profit, et puis ses responsabilités, les contraintes et peut-être même les coûts que ça engendre. Il faut essayer de faire correspondre les deux. Alors effectivement, il y a un paradoxe, mais qui tient plus au paradigme dans lequel les entreprises se sont développées jusqu'à maintenant qu'à un état de fait. Paradoxe puisque pendant longtemps, effectivement, et surtout à partir des Trente Glorieuses et le développement effréné des entreprises,
on ne s'est pas posé la question. Donc on a construit des modèles d'affaires, on a construit des façons de travailler, on a construit une relation au travail sans tenir compte de tous ces éléments qu'on a mentionnés précédemment. Et là où réside le défi, comme l'ont souligné Madame Seize ou Monsieur Absalon, c'est de venir réussir à prendre conscience des transformations qui sont nécessaires à différents niveaux. Et là, Monsieur Absalon notamment a souligné l'importance de la prise en compte par le top management et de cette volonté qui doit venir d'en haut d'appréhender ces transformations. Et également la prise de conscience que les transformations nécessaires peuvent être génératrices de chiffre d'affaires et d'augmentation de rentabilité. Madame Seize a souligné justement l'exemple de cette... Vous l'avez rebaptisé, mais c'est Madame Parent. Oh pardon, c'est parce que Madame Parent c'est parce que j'ai noté c'est le Madame dispositif Seize. qui s'appelle. Pardon. Vous pouvez me redonner votre nom, s'il vous plaît? Madame Parent, pardon. Je suis vraiment désolée. Sarah Parent. Donc Madame Parent, du programme 16, qui a souligné de façon très pertinente que lorsqu'une entreprise réfléchit à comment faire des économies pour rentrer dans ce cadre de RSE, elle peut s'apercevoir, quelquefois son cours défendant, que ces transformations vont générer davantage de chiffre d'affaires. Elles peuvent générer également de la satisfaction agrandie de la part des collaborateurs, un meilleur engagement. Elles peuvent générer également une meilleure vision de la part des différentes parties prenantes, que sont les institutions publiques ou les consommateurs, qui aujourd'hui ont un rôle beaucoup plus critique et s'impliquent davantage dans les transformations des entreprises. Donc oui, il y a un paradoxe, mais il ne tient qu'aux entreprises de se l'approprier, de s'y confronter pour innover, quelquefois sous la contrainte, mais les innovations générées par la RSE permettent d'atteindre nos objectifs. Et ça se passe, alors on a beaucoup évoqué l'importance du leadership ou de l'impulsion qui peut être donnée par les managers, mais là on est dans la RSE, on parle de dialogue social aussi. Ces transformations, ces adaptations, pour qu'elles soient le mieux vécues possible, je suppose qu'il est important aussi qu'elles soient issues d'un processus qui intègre le dialogue social entre les différents partenaires au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, l'un des attentes de la RSE, c'est véritablement la prise en compte des parties prenantes par les entreprises. Donc, dans les parties prenantes, il y a bien évidemment les collaborateurs qui sont parties prenantes à différents niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils contribuent bien évidemment à la production de richesse de l'entreprise, par leur rôle dans l'entreprise, mais également qu'ils peuvent en subir les conséquences, notamment dans certains métiers où on s'est aperçu que le simple fait de travailler peut avoir un impact sur la santé. Donc la prise en compte des parties prenantes, c'est de se questionner sur comment est-ce que l'activité de l'entreprise va avoir un impact sur ces individus. La prise en compte du dialogue social et des attentes des collaborateurs fait normalement partie d'une feuille de route de RSE complète. C'est-à-dire qu'on va se demander comment est-ce qu'on peut non seulement faire en sorte que la création de valeur soit partagée par l'entreprise et les personnes qui permettent cette création de valeur, mais également comment est-ce qu'on peut développer une vision à plus long terme de l'employabilité des personnes, une meilleure qualité de vie au travail, une prise en compte de tous les risques psychosociaux que l'activité peut mettre en place. Et il est bien évidemment nécessaire d'impliquer les collaborateurs et leurs représentants dans la réflexion pour que bien évidemment, l'impulsion doit venir du top management parce que c'est au final les décideurs qui vont faire les feuilles de route et tracer les lignes principales, mais elles ne peuvent pas se mettre en place sans l'adhésion et la participation active des collaborateurs. Mélissa Maria, vous travaillez donc au STAC. Oui, Société de transport de l'agglomération centre. Voilà, ce sont les bus orange, comme rappelé tout à l'heure France, très gentiment. Vous êtes donc animatrice QSE. Comment ça se passe chez vous, ce rapport à l'adaptation? Alors, dans le transport, on est en plein dans les contraintes, là, en particulier l'impact du coût, par exemple, des carburants. C'est directement pris en compte, ou en tout cas, vous le subissez de plein fouet. Cette démarche d'adaptation, comment ça se passe chez vous à STAC? Alors, déjà, je vais parler en l'absence de ma collègue, Madame de Roté, puisqu'elle est responsable RSE. Donc, c'est elle qui
a animé la mise en place de cette démarche. Donc, pour resituer, comme vous disiez, la STAC, c'est une entreprise de transport routier de voyageurs, donc créée en 2011, qui a vu ses effectifs augmenter assez rapidement pour pouvoir répondre notamment à la délégation des services publics pour l'animation du réseau du SMT, donc le réseau Carulis. Le réseau Carulis, en quelques chiffres, c'est 61 lignes, dont 44 qui sont exploitées par la STAC. C'est 189 employés et c'est en 2022 3 400 à peu près de voyages, de kilomètres réalisés. Donc, c'est 4 sites. C'est des kilomètres. 3 400 000, c'est des kilomètres. C'est pas oui, des Guadeloupéens que vous avez. Non. Il y en c'est a les plus, kilomètres réalisés. Les kilomètres commerciaux, on dit plus précisément. Voilà. Exact. Plus exactement, 3 486 000. Voilà. Donc, c'est 4 sites, puisqu'on a un dépôt principal qui est au Rézé. On a 2 autres dépôts, un au Gosier, un à Jarry, et l'agence commerciale qui est à Pointe-à-Pitre. Donc, la démarche, en fait, elle a été initiée par le dirigeant qui a eu une prise de conscience sur les préoccupations sociales, à l'issue notamment de la lecture d'un ouvrage, le guide du dirigeant responsable, pour ceux qui connaissent. Et de cette prise de conscience, donc, est partie la mise en place de la démarche RSE. Donc, ça a été un long processus. Donc, ça a commencé par se faire accompagner par un cabinet de conseil pour justement définir la raison d'être, les valeurs fondamentales. Donc, là aussi, il y avait le comité de direction qui a été associé pour définir les objectifs et la stratégie qui sera adoptée. Ensuite, il y a eu le recrutement du coup de ma collègue responsable RSE en 2021. Et à son arrivée, du coup, elle a commencé à animer cette démarche, notamment en faisant un état des lieux sur l'organisation au regard des 7 piliers de la RSE. Donc, à partir de cet état des lieux, il a été fait le choix de mettre en place une culture d'entreprise, donc pouvoir dynamiser et faire participer un chacun. Donc, ça a commencé, comme elle disait, par la concertation des parties prenantes, donc, qui s'est fait à l'aide de questionnaires. Ensuite, en sous-groupe, on a pu rencontrer les collaborateurs pour pouvoir présenter qu'est-ce que la RSE, présenter le questionnaire, pouvoir aussi évaluer ce qu'ils en pensent et où est-ce qu'ils en sont. Donc, à partir de l'analyse de tous ces questionnaires, on a pu identifier des valeurs communes. Donc, la culture d'entreprise, après, elle a été mise en place avec des travaux en sous-groupe. Donc, il y a eu 61 salariés volontaires qui se sont impliqués dans la démarche, 7 groupes de travail. Au total, il y a eu 21 séances de travail et cela a permis en fait de travailler sur des valeurs communes, donner des définitions, des comportements associés, donc qu'on va retrouver dans le passeport culture d'entreprise, qui est consécutive à l'ensemble des travaux qui a été réalisés. Et ça, vous en faites quoi? C'est donné à chaque nouveau salarié? C'est donné aux nouveaux salariés, effectivement, pour qu'ils puissent effectivement découvrir cette culture d'entreprise. Ça a été donné à l'ensemble des salariés, puisque, comme je disais, 61 salariés se sont impliqués de façon volontaire, mais il y a certains qui n'ont pas fait partie des groupes de travail. Donc, ils ont eu effectivement chacun ce petit passeport, mais il y a également eu une journée de valeurs d'entreprise où il a été présenté à travers des stands, des animations, chacune des valeurs pour qu'on puisse comprendre un peu à travers la définition qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été évoqué et à travers cette définition, quel comportement on associe dans nos activités. Donc on a au départ au STAC le patron qui un jour tombe sur un bouquin, le lit, la responsabilité, ça le transforme. Et le lendemain, quand il arrive au travail, il se dit, allez, on met en route au sein de l'équipe. Et ensuite, ça devient une démarche participative, collective, où une grande partie du personnel est associée. Ça fait combien de temps, ça? Vous avez initié ça? La culture d'entreprise, elle a été mise en place en 2022, donc c'est assez récent. D'accord. Et du coup, ça ne s'est pas arrêté en fait à l'élaboration du passeport et le choix des valeurs, puisqu'après, il y a eu un groupe de pilotage composé de 12 personnes de sites différents, de métiers différents, pour pouvoir justement continuer à faire vivre cette culture et ces valeurs qui sont issues en fait des travaux. Et ça a été aussi un véritable levier, puisqu'en fait, pendant ces travaux,
Donc, ça a permis d'avoir un lieu d'échange qu'il n'y avait pas forcément au sein de l'entreprise et qui donnait envie, en fait, de parler de différentes thématiques. Donc, à l'issue du travail de la culture d'entreprise, il y a eu l'émanation d'autres travaux. On a eu, par exemple, le groupe d'harmonisation des pratiques. On a aussi eu un groupe de parole de femmes, puisque l'essentiel de nos effectifs, c'est des conducteurs. C'est un métier encore majoritairement masculin et c'était de pouvoir aussi donner la parole aux femmes, qu'elles puissent échanger sur leur réalité, leur métier. Donc la démarche RSE, elle a vraiment été... Elle a donné été... naissance à... Voilà, c'est ça, elle a essaimé. Voilà. D'accord, continue. Voilà. Et ça va même au-delà de ça, puisqu'on a connu en fait très récemment une réorganisation. Donc maintenant, on a vraiment un fonctionnement groupe. Donc le groupe STEP regroupe plusieurs entreprises, dont la STAC. Et partie des préoccupations sociales, nous, dans notre domaine, les préoccupations environnementales sont centrales, puisqu'il y a la question de la transition énergétique qui s'opère. Donc ça a permis aussi de rayonner sur cette thématique-là. Et au niveau groupe, en fait, les responsables des différentes entités ont été associés pour suivre une formation qui leur permet justement d'intégrer le développement durable aux différentes activités. Donc, c'est la démarche FSSD qui a été retenue et ça permet du coup de rayonner sur pas seulement les préoccupations sociales, mais environnementales aussi. Donc, tous ces travaux sont en cours et on continue justement de l'initiative de cette démarche RSE, de faire vivre à travers différentes thématiques. C'est assez récent, relativement récent, mais est-ce que vous sentez déjà, alors je suppose qu'il n'y a pas de statistiques, de retour prouvant qu'il y a 55% d'augmentation du chiffre d'affaires. Bon, mais est-ce que, en termes de feeling, comment vous le sentez? Est-ce que vous avez l'impression que les gens se sentent mieux dans l'entreprise parce qu'on les écoute peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus, parce qu'ils ont pu dire et apporter leur graine, leur pierre, pardon. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas d'indicateur quantitatif pour le moment. C'est vrai beaucoup de qualitatifs. Et justement, les autres travaux découlaient de ça. C'est de se dire, au-delà des rapports classiques, échange manager, employé ou bien directeur et représentants du personnel, que chacun pouvait échanger librement et ça a permis justement de pouvoir parler de toutes les thématiques, faire remonter des problématiques qu'ils avaient et du coup, on s'est dit, on va faire plutôt un groupe d'harmonisation des pratiques pour traiter de tels sujets, on va faire un groupe de parole pour les femmes. Donc, ça s'est ressenti puisque justement, quand on faisait les groupes de travail, les participants étaient avides de dire oui, mais pendant qu'on parle de ça aussi, il y a ça. Donc, ça a développé une dynamique. C'est le patron qui est à l'origine, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il s'est dit, finalement, j'aurais peut-être pas dû. Il y a plein de réunions, donc c'est des heures pendant lesquelles le personnel ne travaille pas. Ça coûte de mettre en place toute cette démarche. Alors oui et non, parce que justement, lui, il a eu cette prise de conscience et c'est vrai que ça demandait une grosse organisation, puisque nous, l'essentiel de l'effectif, ce sont des conducteurs. Donc, quand ils sont en groupe de travail, les bus continuent à circuler, donc il faut faire des rotations. Donc, c'était vraiment une grosse machinerie. Mais même là, chacun a contribué et c'est vrai que le dirigeant, même lui, des fois aussi, il avait ses obligations. Il se disait, je passe parce que j'ai à cœur à ce que on puisse faire ces travaux. Peut-être qu'on ne verra pas le résultat maintenant, mais j'y crois et je pense que ça servira. Merci beaucoup, Mélissa, pour cet exemple et ce témoignage. Et puis, à côté de vous, Gaël Pichy. Alors, je vais dire, parce que Gaël Pichy, c'est une petite partie de son nom. Mais je peux le dire pour vous, si vous voulez. Alors, je suis Gaëlle Pichy-Juste-Martinez et je suis déléguée RH auprès du chef de service à EDF Guadeloupe. Alors, EDF, on a eu à plusieurs reprises des interventions du port, grosse entreprise. EDF, grosse entreprise. C'est quoi? Vous êtes combien? 200 Non, 540 à peu près. Excusez-moi. Ouais, ça doit être après l'hôpital, ça doit être un des plus gros employeurs de je pense du territoire. Alors, chez vous, comment ça se passe? Il y a déjà
Bon, EDF, c'est une grosse entreprise, une entreprise qui est là depuis longtemps. Donc il y a déjà des procédures, il y a déjà tout un schéma qui est déjà mis en place. Comment ça s'est passé chez vous et quel regard vous avez sur le lien entre RSE, transition, adaptation? Alors, effectivement, vous dites quelque chose qui est très vrai. Ça fait très longtemps que la RSE est une dominante de l'entreprise. Hein. C'est vraiment, la RSE fait partie de l'histoire même d'EDF. On s'est doté, et ça fait depuis plusieurs années, mais on s'est doté d'une convention, d'un accord mondial qui a été signé en juillet 2018, qui concerne 165 000 salariés dans 24 pays différents. Et avec vraiment cette ambition de mettre des process en place liés aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et donc, cette RSE s'articule autour de 16 engagements qui sont vraiment repris par 4 axes. Et donc, des axes, l'axe bien-être et solidarité, l'axe neutralité carbone et climat, l'axe développement responsable et l'axe préservation des ressources de la planète. Tout ce qui a été dit tout à l'heure est très intéressant parce qu'on parle de rendement versus finalement le temps qu'on consacre à mettre en place toutes ces démarches. Mais en fait, pour moi, le regard que je porte dessus, c'est que c'est un véritable levier. C'est un véritable levier de performance. Je vais mettre des guillemets à ce mot de performance. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où les salariés se sentent concernés, se sentent utiles dans leur métier au quotidien et accompagnés, eh ben, on gagne nécessairement. On est vraiment avec cette RSE telle qu'elle est mise en place à EDF dans un rapport gagnant-gagnant. Donc il y a plusieurs applications. Hein. Je pourrais vous parler effectivement de toutes les applications qui sont mises en place. Tout à l'heure, Madame Alan Firley parlait du rapport du dialogue social. Je peux vous donner un exemple dans la dimension bien-être et solidarité en ce qui concerne les salariés. On a mis en place à EDF en Guadeloupe un groupe multidisciplinaire. Le groupe multidisciplinaire, c'est le GMVT. Il consiste en quoi ? Il consiste finalement à réunir tout le corps social de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les organisations syndicales, la direction, les médecins, psychologues, pour travailler effectivement de concert et observer un peu l'évolution des groupes de travail, les différents groupes, les différents collectifs de travail. Donc, juste cet exemple-là montre de quelle manière, effectivement, le dialogue social, la communication entre les différents corps, dans le corps social, peut effectivement apporter du bien-être, apporter effectivement des solutions aux problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. C'est un petit exemple. Les exemples sont multiples. On parle au sein de l'entreprise, mais tout à l'heure, on parlait de transition écologique et de transition de réchauffement climatique et de tout ce que ça pouvait générer pour l'environnement. EDF est une entreprise industrielle à caractère commercial, certes. Le groupe porte des valeurs de respect, de solidarité, de responsabilité. Ça, ce sont vraiment des valeurs qui nous sont propres, qui sont intrinsèques au groupe. Et donc, à partir de là, c'est tout naturellement que nous avons une action sur l'environnement, mais avec les partenaires externes à l'entreprise. Et j'ai envie de prendre l'exemple, alors tout à l'heure, Sarah Parent faisait une petite boutade, mais elle parlait des programmes C2E. EDF, par exemple, travaille à la transition avec l'ensemble des acteurs du territoire, travaille à la transition écologique à travers notamment transition énergétique, à travers, par exemple, ce qu'on appelle EDF Agir Plus. Je pense que vous avez tous entendu dans cette salle parler de l'accompagnement qui est fait auprès des ménages, auprès des particuliers, mais également auprès des entreprises, auprès des collectivités, pour justement travailler sur l'axe réduction de la facture énergétique, mais pas que, travailler sur vraiment les éco-gestes et tout ce qui va permettre de générer des économies d'énergie. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises, même de nombreuses reprises avec EDF, singulièrement ici en Guadeloupe, et j'ai pu constater qu'il y avait vraiment un très gros effort, un gros investissement qui est fait sur la sécurité des personnels, sécurité des agents.
il y a vraiment en permanence, il y a des affiches partout, il y a des messages tout le temps. Dès qu'on voit un gars marcher, s'il a posé son casque à côté, hop, 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 et n'oublie pas. Bon, bref, vraiment, on sent qu'il y a cette pression, on sent qu'il y a cette culture de la sécurité en entreprise. Est-ce que sur les questions de transition écologique, justement, de RSE et d'adaptation, est-ce que vous sentez que... on sent que c'est une grosse machine, EDF, quand elle se met en route, que voilà, la machine se met en route et qu'on pourrait avoir finalement, d'ici quelques temps, le même effort, le même impact, la même omniprésence de cette volonté de s'améliorer et de faire mieux singulièrement en matière d'économie d'énergie, comme on le voit, volonté de faire mieux en matière de sécurité. Vous sentez qu'on va... Oui, ça prend la même direction là. Ben, écoutez, effectivement, vous avez raison de le signaler, parce que ça fait, en termes de RSE, nous accompagnons sur le volet santé-sécurité. EDF a de grandes actions qui sont menées avec l'ensemble des entreprises prestataires qui interviennent dans les locaux, en dehors, enfin, qui sont partie prenante de l'activité. Et j'ai envie de vous dire que sur toute cette partie transition, nous voulons vraiment, nous cherchons quelque part à enfoncer le clou. Enfoncer le clou, pourquoi? Parce que l'idée n'est pas de... Vous avez parlé du mot pression, vous avez utilisé le mot pression sur la sécurité. L'idée n'est pas de mettre nécessairement la pression, mais justement d'éveiller les consciences. On a beaucoup parlé de l'impact de la conscientisation sur le changement finalement des comportements. Typiquement, EDF, l'année dernière, entre 2020 et 2022, a sensibilisé les 3/4 de son personnel à la fresque du climat. La fresque du climat, je pense que dans la salle, vous savez ce que c'est. C'est vraiment pouvoir comprendre de quelle manière, dans mon environnement, dans ma façon de faire au quotidien, que je sois chez moi, que je sois au travail, que je sois au sport, peu importe les activités que je vais faire, de quelle façon mon positionnement va impacter l'environnement dans lequel j'évolue. Et donc, c'est encore une preuve de la démarche, mais je pense effectivement que nous allons dans le bon sens, parce qu'il y a cette sensibilisation qui est faite. Et plus que ça, elle a tendance, cette sensibilisation, à fédérer finalement autour du projet commun. Et donc, je pense que la RSE est vraiment un levier de réunification, de cohésion. EDF, par exemple, une partie du parc automobile d'EDF Guadeloupe, c'est des voitures électriques aujourd'hui. Alors, c'est des décisions qui viennent de la direction, qui viennent du siège, ou est-ce que ça aussi, ça fait partie, c'est discuté Alors, ça vient du... Quand on dit ça vient du siège, nous sommes la direction des systèmes énergétiques insulaires, donc Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Corse, c'est une des directions d'EDF. Et chaque centre, effectivement, s'organise avec sa subsidiarité, avec ses spécificités locales. Mais effectivement, en termes de neutralité carbone, le groupe a décidé à l'horizon 2030 de rénover une partie de sa flotte automobile. Donc on a un projet qui s'appelle le projet EV100, qui vise effectivement à renouveler une partie de la flotte de véhicules en les transformant en véhicules électriques. Maintenant, voilà, on ne va pas transformer l'intégralité de notre flotte de véhicules. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on a des contraintes cycloniques. On peut à un moment être obligé d'utiliser des véhicules thermiques. Et donc, bien sûr, c'est un mix intelligent qui doit se mettre en place. Déborah, voilà, c'est Déborah qui est à vos côtés. Déborah, la taille de l'entreprise, on a vu avec Stack, on est quand même à 160, vous nous avez dit 180 salariés. EDF, plus de 500. Ça joue dans l'efficacité même de cette démarche RSE et son efficacité, sa réalité finalement. Parce qu'on peut toujours se dire oui, ce serait bien la démarche RSE, mais dans une petite entreprise, c'est souvent compliqué. C'est plus facile de mettre en place ce type à la fois de démarche, de structure, dans des entreprises qui ont la taille suffisante, quoi. Alors effectivement, la question de la taille des entreprises est souvent soulevée par les entreprises elles-mêmes. Les PME et les TPE
souvent se posent la question en se disant ben oui, la RSE c'est très bien, mais moi j'ai pas les moyens ou le temps de m'y consacrer. Hein. Quand vous êtes une entreprise ou vous êtes seul ou vous êtes moins d'une dizaine, ben, chaque personne va être affectée à sa tâche, voire être multitâche, et donc il peut être compliqué de mettre en place, ben, comme l'ont fait la EDF ou la STAC, des réunions, des comités de travail, des groupes de travail, puisque ben, on ne peut pas s'organiser pour faire des roulements. La deuxième question que ces entreprises se posent, c'est également celle du coût. Combien ça va me coûter, même si moi, en tant que dirigeante, je peux être intimement persuadée de la nécessité de ces transformations, ben, combien ça va me coûter de changer mes process, de changer mon organisation, de changer la façon dont je recrute du personnel. Et troisième point, est-ce que je peux faire cette transition, qu'elle soit écologique, numérique ou salariale, parce que je dépends forcément de mes fournisseurs. En tant qu'entreprise, on fait partie d'un écosystème. Et changer mes process et mes pratiques, ça veut dire réfléchir à comment je peux remplacer un fournisseur ou remplacer une matière première pour me transformer sans altérer ma capacité à générer du profit pour maintenir l'activité de mon entreprise. Donc c'est une véritable question. Alors au sein de l'Université des Antilles, on a certaines formations, dont la licence professionnelle management et gestion des organisations, au cours desquelles nos étudiants peuvent mener à bien des projets tutorés, et l'un d'entre eux a justement permis d'accompagner une TPE dans cette réflexion pour l'aider à accomplir cette transition. Ce stage et ce projet tutoré ont été très intéressants dans la mesure où ça nous a permis de générer des connaissances qui peuvent être utiles à d'autres TPE. Au sein de nos laboratoires de recherche, et notamment le groupe de recherche sur la responsabilité sociale des universités, nous questionnons justement ces paradoxes, ces nécessités des entreprises à pouvoir mener à bien des transformations quelles que soient leurs contraintes, soit sectorielles, soit en termes de taille, puisque c'est le sujet actuel. Et nous essayons de mettre en perspective la petite taille d'une organisation et puis les enjeux RSE. Finalement, quelle que soit la taille d'une entreprise, au final, elles vont toutes être obligées de mettre en place des transformations. Tout à l'heure, M. Absalon a fait un clin d'œil à son collègue de chez Alvinia, pour souligner que lorsqu'une entreprise décide de transformer ses pratiques, avec l'abandon du charbon, ça a nécessairement un impact sur les entreprises qui font partie de l'écosystème. Eh bien, les TPE doivent pouvoir anticiper ces risques-là, puisque, par exemple, si je suis une petite entreprise qui a une activité fortement carbonée, eh bien, il faut que je me demande dès maintenant comment les entreprises dont je dépends vont se transformer pour pouvoir anticiper ces transformations-là. Oui, non, si vous aviez... allez-y. Donc, effectivement, ça peut être plus facile, entre guillemets, pour une grosse entreprise de mettre en place ces transformations parce qu'elles peuvent se faire accompagner de consultants. Elles ont une structure qui leur permet d'embaucher, par exemple, un responsable RSE, etc. Mais les TPE et PME ne sont pas exclus de la transformation et de la RSE. Et il existe notamment au sein de la BPI des guides qui ont été mis en place spécifiquement pour accompagner les TPE et les PME dans la question de la RSE. Autre question sur la concurrence. Est-ce que finalement, le fait d'être soumis à forte concurrence d'autres entreprises, est-ce que ça pousse à en faire plus en termes de RSE? Je crois que c'est vous qui nous disiez tout à l'heure qu'il y a ce supermarché où finalement il s'est dit oui, il y a peut-être moyen de faire plus de chiffre d'affaires en travaillant différemment. Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas aussi l'effet inverse? Oui, mais bon, avec toute cette concurrence, justement, ce que vous me demandez de faire, ça va faire que je vais être encore moins compétitif vis-à-vis des concurrents. Alors tout dépend des transformations qui vont être mises en place, mais l'innovation est toujours un moyen de se différencier et donc d'émerger au sein de la concurrence. Et la RSE est un levier formidable d'innovation, donc que ce soit en modifiant ses offres et services, même si c'est indirectement pour faire des économies, mais on se rend compte dans la réflexion qu'au final on va pouvoir proposer autre chose à nos clients. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on prend en compte les parties prenantes, on va prendre en compte les clients et la société civile qui, elle, est de plus en plus en attente de produits et services qui vont leur permettre eux aussi de s'adapter
à une attente de RSE. Aujourd'hui, on est tous conscients de l'impact que peuvent avoir nos choix de consommation et nos pratiques sur notre environnement et sur notre économie. Et une entreprise qui va aller au-delà du greenwashing, hein, c'est-à-dire véritablement transformer ses usages et ses pratiques pour être plus responsable, va avoir les faveurs, on le constate d'après les études, va avoir les faveurs de sa clientèle et également des autres parties prenantes que peuvent être les institutions publiques ou les associations de consommateurs. On a, je crois que c'était l'année dernière, on a fait avec l'ARACT également, une réunion comme ça, une conférence, un séminaire sur l'attractivité des entreprises et comment faire pour attirer du personnel et garder ce personnel. Est-ce que, justement, la démarche et la qualité, finalement, de la démarche RSE, ça ne devient pas de plus en plus un argument, un atout pour l'entreprise pour pouvoir attirer des profils intéressants de salariés, j'entends? Bien entendu, puisque on l'a souligné à plusieurs reprises, la RSE, ce n'est pas uniquement la prise en compte des enjeux environnementaux, c'est également la prise en compte des enjeux sociaux et sociétaux et l'intégration du collaborateur dans la création de valeur et dans le partage de cette valeur. Et donc lorsque une entreprise met en place une véritable démarche RSE qui prend en compte cette dimension au niveau des collaborateurs, bien évidemment, elle va devenir plus attractive. On va avoir également des collaborateurs qui sont plus engagés, hein, comme vous l'avez tous souligné. Lorsqu'on fait participer les ressources humaines, les collaborateurs et les collaboratrices à la réflexion, à l'entreprise, à son développement, bien évidemment, on a cet engagement qui est partagé. Et on a vu l'année dernière des diplômés de grandes écoles qui eux-mêmes annonçaient que non, ils ne voulaient plus travailler dans des entreprises qui n'adoptent pas cette démarche de RSE. Donc que ce soit à court, à moyen ou à long terme, une entreprise a tout intérêt à favoriser dans sa démarche de RSE la prise en compte de cette partie prenante essentielle qui est la ressource humaine pour s'assurer l'engagement durable de ses collaborateurs et collaboratrices. Gaëlle, vous avez pris le micro tout à l'heure, je sens que vous avez quelque chose à dire. Non, mais c'est vrai que vous, au moment où vous avez parlé d'attractivité, j'avais envie de lever la main en disant oui, je pense que la RSE est un levier d'attractivité pour les entreprises. Tout à l'heure, par exemple, nous parlions d'égalité professionnelle et de féminisation dans les entreprises. Un exemple simple, aujourd'hui, EDF... Nous sommes une entreprise industrielle, donc nous attirons peu de profils finalement féminins sur les métiers techniques. Et là, aujourd'hui, il y a un partenariat qui est fait avec l'académie pour que nous puissions aller très tôt dans les écoles sensibiliser aux métiers techniques pour justement rendre le métier attractif aux yeux des femmes. Et en même temps, quelque part, c'est aussi travailler sur cette responsabilité sociétale de développer les compétences et de développer la part des femmes dans les métiers techniques. C'est-à-dire qu'on peut faire ou combiner, faire d'une pierre deux coups en quelque sorte, vous développer, favoriser et parler de la féminisation d'un certain nombre de métiers, et puis vous préparez les recrutements dans quelques années. Tout à fait cela, c'est exactement cela. Je pense que, alors, à moins qu'on ait des questions, est-ce que quelqu'un souhaiterait dans la salle intervenir, nous faire part d'une propre expérience? Est-ce que vous avez une interrogation supplémentaire que vous souhaiteriez soumettre à nos experts? Oui, écoutez. Je vous le vole un instant. Moi, je garde le mien parce que c'est ce qui me donne de l'importance. Merci. Marie-Chantal Duflot, membre du CPR de l'ARACT, nouvelle formule au 1er janvier. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Nous avons eu un plateau de choix, mais je ne peux que porter mes félicitations à l'équipe de l'ARACT, qui nous a habitués de toute manière d'année en année à avoir des plateaux de ce haut niveau. Ce que je voulais surtout porter en réflexion, c'est que, en ma qualité de chef d'entreprise, très petite entreprise, votre dernière intervention, Déborah, c'est ça, m'a particulièrement intéressée quand vous avez parlé des TPE. Parce que j'avais l'impression d'être dans une manifestation destinée uniquement aux entreprises de taille de 100
entreprises de bonne taille, entreprises intervenantes sur la chaire de 150 salariés, de 189 salariés. Bon, je ne savais pas, j'avais du mal à me retrouver en référence par rapport à ces entreprises. Et très heureusement, vous avez parlé des très petites entreprises et des difficultés qu'elles ont à mettre en place tout ce qui fonctionne déjà chez ces grosses entreprises que vous avez nommées et avec qui vous travaillez, madame, là. Oui. Oui, mais on n'a parlé malheureusement que des grosses, et donc on n'a pas pu. Voilà. Et ça me rassure que certains soient conscients qu'il y a un vrai problème pour pouvoir rentrer dans une mécanique, rentrer dans une démarche et transformer la société et transformer le monde du travail au niveau de ces très petites entreprises que, je rappelle, compose, la Guadeloupe est composée de 90% minimum. Hein. Vous n'allez pas je pense, contester la statistique. 90% des entreprises, c'est ça. Et nous avons donc des chefs d'entreprise là, des dirigeants qui, même s'ils lisent le guide que vous disiez, voilà, vont se dire malheureusement, mais comment je vais pouvoir arrêter le temps, arrêter la pression, arrêter la charge et faire en sorte que ma production puisse continuer et rentrer dans le système que m'impose la législation que de penser à exister autrement maintenant et de participer à cette évolution. En plus de cette remarque, et je vous remercie d'avoir lancé une piste, celle d'un stagiaire, vous m'avez dit, mais vous n'avez pas dit qu'est-ce qu'il a déjà trouvé comme élément intéressant qui pourrait nous permettre à un chef d'entreprise de rentrer dans le programme de la transition. Monsieur Florer m'a très justement intéressé sur le fait qu'il s'agit d'une réflexion systémique. Elle est systémique, elle est donc politique. Et ma question serait de dire, avez-vous déjà interpellé les personnes qui pilotent ce pays, ce territoire, sur les difficultés de faire en sorte que l'écologie soit une réalité, l'écologie soit un flambeau, et que les entreprises soient accompagnées financièrement, parce que ça serait bien qu'on accompagne les TPE, puisque les autres ont les moyens. On ne parle pas de ceux qui ont les moyens. Monsieur Absalon a dit tout ce qu'il met en œuvre, je suis bluffée. Mais au moins accompagner celles-ci pour qu'il puisse y avoir un véritable changement. Donc, avez-vous déjà eu à vous pencher sur les leviers politiques qui pourraient aujourd'hui accompagner cette transformation? Voilà ma question. Des questions intéressantes. En principe, M. Macron, M. Chalus et M. Losbar étaient prévus ce matin. On a eu des petits soucis de technique, de calendrier. Bon, voilà. Je suis sûr qu'ils ont été interpellés, tous. Après, pour ce qui est des réponses, c'est autre chose. Jean-Marie, vous souhaitiez intervenir également. Oui, merci. Une question très rapide. On n'imagine pas aujourd'hui une entreprise fonctionner sans comptabilité. Est-ce qu'un jour, le plus rapidement possible, on pourrait imaginer qu'une entreprise ne puisse pas fonctionner sans RSE, sans RSO? Ça, c'est l'utopie vraiment que je formule. Je fais partie d'un petit club, justement, RSE, RSO, qui a commencé quelques rencontres avec un petit groupe de responsables ou de chargés de mission RSE, RSO, et souvent de l'agent féminine. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Et en particulier, on se pose la question de comment lever les freins au changement. Donc moi, c'est vraiment la question que je me pose. Comment faire en sorte que ça devienne aussi naturel que de tenir sa comptabilité. Voilà. On n'en est pas encore là. Si vous souhaitez répondre ou poursuivre le dialogue, n'hésitez surtout pas. J'avais une petite réponse à vous apporter. Je pense que, et c'est une ambition qui émane des économistes et des chercheurs en gestion, c'est que il va devenir important que l'évaluation d'une performance de l'entreprise passe par d'autres critères que les simples critères quantitatifs, tout simplement.
certaines entreprises, alors encore une fois les grandes entreprises, dans une démarche de RSE véritable, ont mis en place des critères d'évaluation de leur démarche de RSE qui publient chaque année au même titre qu'ils vont publier leurs chiffres et leurs comptes. L'objectif idéal, c'est que ces critères d'évaluation de la performance RSE d'une entreprise qui seraient faites sur des paramètres qui seraient partagés par toutes les entreprises deviennent aussi obligatoires que de publier ses comptes et ses résultats pour les grandes entreprises et fassent partie de l'évaluation globale d'une entreprise. Et c'est ce vers quoi nous cherchons à tendre. Alors encore une fois, c'est la question également des politiques publiques et des décideurs qui va faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Il y a aussi, je pense, l'importance que doivent prendre les consommateurs sur leur importance dans l'économie et également les jeunes diplômés. Dans nos choix, on a la possibilité petit à petit de peser sur cette importance-là, d'avoir des entreprises qui sont performantes, pas seulement d'un point de vue financier, mais d'un point de vue environnemental, sociétal et humain. On le voit d'ailleurs même prenons l'exemple du tourisme. Les grandes vacances approchent, il y a de plus en plus de touristes, de vacanciers qui souhaitent pouvoir être hébergés dans un hébergement qui soit durable, enfin bon, qui est le label, etc., etc. Donc il y a, oui, ça progresse, doucement, mais ça progresse. Est-ce qu'on a une autre intervention? Non? Ben, allez-y, alors là, Gaëlle, vous êtes chez vous. Vous aussi. Non, j'en profite parce que tout à l'heure, on a parlé effectivement en préambule, quand on commençait les interventions, de l'impact de la crise sanitaire sur les façons effectivement de se positionner dans la société, de se percevoir au sein de l'entreprise. Et juste pour donner un petit exemple, parce que j'écoutais aussi l'intervention de M. Fleurer qui disait comment faire pour que ça devienne aussi simple, que la RSE devienne aussi simple. Mais je pense qu'il y a un véritable accompagnement à faire parce que je prends l'exemple d'une démarche plutôt d'un accord qui a été signé juste après la crise sanitaire, au retour de la crise sanitaire à EDF, qui s'appelait « Travailler autrement, manager autrement ». Et c'est vraiment une dynamique qui englobe l'intégralité du corps social. L'idée étant effectivement de revenir, de capitaliser sur les enseignements de la crise sanitaire, ce qui a bien fonctionné pendant ce temps-là, de ne pas l'oublier justement et pouvoir capitaliser dessus. Donc, on a développé le télétravail, on a développé la prise de chantier, la prise de travail sur chantier, la souplesse horaire. Ce sont des grands objets. Nous sommes revenus aussi sur les façons de fonctionner, mais on sent bien que l'individu, en tant qu'être humain, des fois a de fortes résistances au changement et a du mal des fois à saisir l'opportunité qu'offre une situation comme celle que nous a offert la crise sanitaire. Et donc j'ai envie de dire, c'est en travaillant, c'est en répétant, c'est en ayant des temps d'échange comme ceux-là que nous allons peut-être pouvoir changer les choses et conscientiser de plus en plus, nous en tant qu'acteurs du territoire, que nous puissions échanger à notre niveau pour pouvoir voir ce qui fonctionne chez l'autre et comment faire en sorte finalement de ne pas essuyer certains plats, mais peut-être d'éviter certains écueils et d'aller plus justement au chemin escompté. Moi, je ne me vois pas travailler dans une entreprise personnellement où cette dimension RSE ne fonctionne pas. C'est essentiel et je pense que les très petites entreprises aussi seront concernées de toute façon tôt ou tard par cette question. Est-ce qu'on pourrait envisager pour les petites entreprises, je me tourne vers vous Déborah, est-ce qu'on pourrait envisager pour la RSE ce qui se fait déjà dans d'autres secteurs? Je rebondis sur ce que disait Jean-Marie à l'instant, je suis dans un groupe RSE, bon. On sait qu'il y a la possibilité pour des petites entreprises de se regrouper et de salarier en commun un technicien pour tel ou tel aspect pour lesquels ils n'auraient pas forcément besoin d'avoir un employé à temps plein. Et on va se mettre à 1, 2, 3, 4, 5 entreprises pour recruter ensemble tel ou tel profil technique. Est-ce qu'on pourrait envisager, est-ce que ça pourrait être intéressant, je dis ça comme ça, de faire la même chose pour la RSE, sachant justement que pour les petites entreprises, c'est souvent une charge un peu difficile à prendre. Oui, effectivement, le coût de recrutement et de transformation via un responsable de RSE peut être un frein
et va être un frein évidemment pour une TPE. Oui, bien évidemment, ce type de solution peut être intéressant pour permettre aux TPE d'être maîtresses de leur changement RSE avant d'être obligés de le subir par les changements de leurs prestataires ou de leurs fournisseurs. Mélissa ? Et juste pour ajouter, ça se fait déjà à petite échelle, puisque tout à l'heure, je parlais d'une réorganisation en groupe. Et par exemple, pour ma fonction, c'est exactement ce qui se fait, puisque toutes les autres entités n'ont pas forcément la même taille. Et du coup, la fonction QSE est mutualisée. C'est une piste, donc. Si on n'a plus d'autres interventions, oui, madame, on vous écoute. Merci. Christelle Clamant de l'ADEME. Juste une observation en lien avec tout ce qui s'est dit, et notamment la prise en compte de l'approche systémique de la démarche RSE. On a parlé des TPE, on a parlé d'entreprises un peu de plus grande taille. Il manque une entité dans la discussion, ce sont les entreprises publiques. Les entités publiques, parce que c'est elles aussi qui fixe, au-delà de la réglementation, son application au travers de leurs commandes, au travers des prestations qu'elles sollicitent auprès de ces entreprises. Et dans cette question d'appropriation et de compréhension de ces démarches de transition, de conditions de travail, d'intégration des RSE, dans nos échanges, je trouve qu'il manque cet élément-là. Cet acteur-là, qui est un acteur quand même assez fort en Guadeloupe, puisque c'est un employeur important, et c'est un donneur d'ordre, et qui, à mon sens, a besoin aussi d'avoir cette appropriation de ces questions des RSE pour être à même de discuter de manière compréhensible et lisible avec ces acteurs privés qui font l'effort d'aller dessus. Donc j'aimerais bien que vous interveniez là-dessus. Monsieur Flower veut rebondir, donc je vais le laisser faire avant de rebondir derrière lui. Alors, je ne sais pas si ça va être un cadeau, mais je saisis la balle au bon, justement. Au-delà de ce que disait Madame Clamant, je pense que quelque chose, et je prendrai l'exemple du slogan d'EDF, pour prendre au mot, consommons mieux, consommons moins. Mais comment consommer moins si on ne produit pas moins ? Alors peut-être qu'il faudrait aussi faire produisons mieux, produisons moins. Mais à ce moment-là, ça veut dire aussi gagnons moins. Comment on s'organise pour qu'on ne soit plus obnubilé par cette seule boussole de combien on gagne, qu'on soit un particulier ou une entreprise ou une collectivité ou l'État, mais comment on va utiliser au mieux le temps qui nous est donné pour vivre. Parce qu'on est payé avec du temps en réalité. Tout ce que nous achetons, en réalité, ça nous coûte du temps d'abord. Le temps qu'on va devoir travailler, par exemple, pour pouvoir se payer la voiture. Et quand on prend en compte le temps de travail qu'il a fallu travailler pour se payer la voiture, en général, la vitesse à laquelle on roule en voiture, c'est plutôt la vitesse d'un vélo. Donc c'est pour ça que je suis passé au vélo directement. Comme ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps, puisque je n'ai pas besoin de gagner autant d'argent pour entretenir une voiture, par exemple. Mais tu mets beaucoup plus de temps pour aller d'un endroit à un autre parce que tu es en vélo. Mais ça a du sens. Non, et puis c'est surtout, le deuxième élément que je voulais rajouter, c'est que la RSE, ça fait aussi appel à ce qui a du sens pour nous. La motivation, ce qui donne du sens à nos vies. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous disiez que vous ne vous imaginez pas travailler dans une entreprise pour laquelle la RSE n'est pas importante. Eh bien, le sens, le fait que nous ayons plus de liens entre nous, plus de partage, plus de transmission, finalement, c'est peut-être ça qui doit aussi être mieux intégré aux lois qui gouvernent notre façon de vivre ensemble, aux lois qui s'appliquent au monde de l'entreprise, et donc effectivement aux élus, à la puissance publique, aux législateurs. C'est peut-être tout ça que moi j'intègre dans ma vision systémique des choses. Et donc effectivement, il manque probablement quelques acteurs encore aujourd'hui dans cette salle. Et il manque aussi sans doute beaucoup de prise de conscience malgré tout. On va sans doute finir avec ça. Moi, je vous donne un exemple. On parlait, vous interpelliez
les entreprises publiques. Je travaille à France Télévisions, donc à Guadeloupe Première. On a un parking immense. On a découvert hier, en arrivant hier matin, que la quasi-totalité des arbres qui étaient sur le parking ont été coupés. Parce que, bon, c'est emmerdant, les arbres, ça fait des feuilles. Enfin, on nous a expliqué des tas de choses. Voilà. Donc, il n'y a plus un brin d'ombre sur le parking. Il fait 2500 degrés quand on sort. Enfin, bon, voilà. Et sans doute que si cette dimension transition écologique avait été un peu mieux prise en compte au sein de nos instances dirigeantes, on n'aurait pas fait ça, ou on l'aurait fait différemment. Voilà. Est-ce qu'il y a, après ce témoignage fort, fort quand même, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors je vais appeler le directeur, le grand Manitou aujourd'hui, Monsieur Gob, Roser Gob, pour venir clôturer en quelque sorte cette manifestation en vous remerciant à nouveau, mesdames toutes les trois, Gaëlle Pichy, Mélissa Maya et Déborah Alam Firlet. Merci à vous trois.